Et donc j'invite Daniele Ghisi et Nicolas Donin à venir me rejoindre à cette table pour la dernière session, l'audio, la lettre, le code. Daniele Ghisi est compositeur, il est aussi diplômé de mathématiques et aussi chercheur. Il est presque, on finit par un point d'orgue d'un chercheur-créateur, et il a travaillé notamment sur et écrit des articles sur, on va dire, la musique assistée par ordinateur et la façon dont le numérique ou les machines pouvaient intervenir dans l'élaboration et la création musicale. Nicolas Donin est musicologue, spécialiste de musique savante, de cette musique savante depuis la fin du 19e siècle. Et il travaille aussi en collaboration avec des compositeurs, des interprètes, des auditeurs aussi, mais là les spectateurs, les auditeurs, les lecteurs sont un peu ne sont pas la troisième partie de notre trilogie, mais on les évoque quand même et on va entendre un morceau pour commencer. En fait, non. Bah, pardon. Pardon. Petit élément dramatique. On va l'insérer dans la discussion. Donc merci Clotilde pour cette présentation. En fait, moi je propose je vais en quelque sorte introduire le propos de Daniele. Et j'aimerais le faire, en fait, on a un déplacement à faire là parce qu'on a parlé beaucoup de théâtre et là on va passer à la musique. Et évidemment, il y a un gros décalage de médium et d'enjeux. Et le point sur lequel je propose de faire ce déplacement, c'est la question des modes de travail, des modes opératoires. Elle était en filigrane dans toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à maintenant. Et elle est assez intéressante à explorer, il me semble, dans le cadre de la création musicale, parce que justement c'est un domaine dans lequel il y a eu notoirement dans les années 70-80 déjà un idéal très, très fort de rencontre art-science. Alors recherche-création, art-science, c'est pas la même chose, hein. Ça c'est aussi évidemment un point important. Il y a de la recherche dans l'art et dans la science, il y a de la création dans l'art et dans la science. Bon. Donc pour nous en musique, dans la musique contemporaine, il y a eu vraiment des organisations comme celle qui nous a fait nous rencontrer, qui est l'IRCAM, qui sont faites pour organiser vraiment la rencontre structurée autour d'objets complètement partagés des musiciens et des chercheurs. Et dans ces cadres-là, en fait, le travail individuel et le travail collectif sont pas les mêmes. Diffère pas mal de tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, où il y a vraiment l'idée qu'il y a une préparation qui peut être individuelle par les dramaturges, metteurs en scène, auteurs, et puis il y a un travail de plateau où l'essentiel en quelque sorte se jouerait. Dans le cas de la composition musicale, au contraire, on a un travail très solitaire du côté des créateurs, ou en tout cas on avait ça traditionnellement jusqu'à maintenant. Et puis un moment du passage dans le monde réel, en quelque sorte, qui est celui de l'exécution musicale. Ça se prépare en quelques jours et c'est présenté. Là où pour les chercheurs, au contraire, les chercheurs en acoustique, les chercheurs en psychologie, en linguistique, tous les domaines qui ont été mis en relation avec la musique et la composition, eh bien, il y a un collectif structuré sur le modèle des sciences exactes qu'on connaît bien, des sciences sociales aussi. Donc ces deux mondes-là, en fait, quand il a fallu les mettre en présence, les faire travailler ensemble pour construire des éléments de langage ou des techniques, des technologies à partager, ça a été très difficile. Et ça l'est d'ailleurs toujours. Et il y a un long historique de la rencontre et des tentatives de mettre ensemble ces dimensions, ces temporalités, en fait, et ces modes de travail très, très différents. Alors en musique, c'est beaucoup autour de la technologie que ça s'est joué. Et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve intéressant justement de poser cette question des modes de travail du collectif à Daniele dans son travail, parce que je trouve son travail très caractéristique d'un changement générationnel, mais pas seulement générationnel, vraiment de nature de cette activité. C'est-à-dire que si je regarde, moi j'ai passé 20 ans à observer le travail de musicien à l'IRCAM et à me documenter sur la dynamique historique de ce travail. Et il est clair que pendant très longtemps, un musicien qui voulait travailler avec la technologie et l'informatique ne le faisait pas seul, ne pouvait pas le faire seul, parce que ça demandait des compétences qu'il n'avait pas.
et qu'il fallait souvent développer des outils ou des fragments d'outils qui soient spécifiques à une œuvre donnée. Il fallait une formation, il fallait des collectifs justement un peu transdisciplinaires. Et voilà, l'institution où je travaille, elle était même faite pour ça. Mais depuis 10-15 ans, ce qu'on voit très fortement, parce qu'il y a les digital natives, comme on dit, les gens qui ont grandi dans le monde numérique informatique, c'est des gens qui peuvent vraiment passer entre plusieurs casquettes en restant la même personne. Et donc pour ces gens-là qui savent à la fois coder, enregistrer du son, jouer, composer, voire commenter leur travail, eh bien, est-ce qu'il n'y a plus besoin de collectif? Est-ce que ces gens-là ont en fait intégré toutes les fonctions dont il y avait besoin pour une rencontre recherche-création à l'intérieur d'un seul individu? Alors ma réponse, de ce que j'en ai vu, c'est non. En revanche, les types de collectifs et les types de rapports entre disciplines qui se posent sont plus du tout les mêmes, sont en train de muter. Et donc Daniele, justement, avec ce profil à la fois matheux, informaticien, compositeur, il a, je trouve, très bien incarné ce problème-là, parce que, comme il va le montrer, je pense, dans quelques exemples, eh bien, non seulement il passe d'un domaine à l'autre, mais en fait, il est obligé de trouver à chaque fois des formats un peu différents. Et donc, contrairement à des compositeurs de génération antérieure, il va être amené à aller déborder toujours vers d'autres disciplines, y compris se former à la vidéo, à l'enregistrement du son, à plein de domaines où il peut sortir carrément de sa discipline pour les besoins d'engager un dialogue interdisciplinaire. Voilà. Donc j'avais envie comme ça de situer un peu notre panel de cette façon-là. Et puis peut-être on peut effectivement regarder l'extrait d'un travail dont je ne dis rien du coup et que Daniele va probablement commenter.
Bah, peut-être je peux situer un peu l'extrait dans le contexte de... En fait, c'est un extrait d'un travail qui s'appelle An Experiment with Time. C'est une sorte d'extrapolation, vraiment extrapolation assez un peu folle d'un travail qui est déjà folle en soi, qui est un livre qui s'appelle An Experiment with Time, d'un ingénieur, philosophe, ingénieur un peu... Il a écrit, je pense, même un traité de pêche à la mouche. Dans 1927, il s'appelle John Donne. Je suis tombé sur ce livre à un moment donné. Je trouvais un livre fantastique parce que ça incarnait... D'abord, ce qui était intéressant pour moi, c'est le fait que ça reprenait des questions que je me suis toujours posées, mais d'une manière très, très différente. Et c'est pas une... par exemple, la question à la base du livre, c'est qu'est-ce que c'est que le temps? Pourquoi le temps flou? Pourquoi il y a le passé, le présent et le futur? Ce qui est une question que la musique se pose depuis toujours. Enfin, je dirais c'est la question de base de la musique même. Et en fait, c'était super intéressant pour moi de voir une approche qui n'était qui cherchait d'être scientifique ante litteram. Il faisait de la statistique sur 20 cas, donc c'était pas de la statistique. Le point de départ du livre, c'est un rêve que le protagoniste a eu. Il rêve d'une explosion qui après il s'avère vraiment exactement comme il a rêvé 2 jours après. Donc c'était une prémonition. Si c'était moi, j'aurais juste dit bon, j'ai eu une prémonition. C'est bizarre. Et en fait, il se met par contre à établir une sorte de cahier de travail pour faire en sorte que tous ses rêves soient bien marqués à partir d'un moment pendant un mois, je pense. Et tous ses rêves sont marqués, toutes les images des rêves sont marquées pour faire en sorte qu'aucune prémonition ne lui échappe plus. Et à un moment donné, il se met à compter dans les rêves combien d'images appartiennent au futur et combien d'images appartiennent au passé. Et il se rend compte après, au bout d'un mois, qu'en fait, c'est plus ou moins la même chose. Donc, dans les rêves, on a autant de prémonitions que de souvenirs, sauf qu'on ne se rend pas compte des prémonitions parce que notre cerveau ne marche pas de cette manière-là. J'aime l'idée. Je ne sais pas si je partage tout à fait l'avis, mais l'idée que le temps du rêve est le vrai temps, exactement comme l'espace. Enfin, dans le rêve, le temps est devant nous exactement comme l'espace est devant. Je vous vois tous ensemble. Et dans les rêves, je peux avoir le passé, le futur exactement ensemble. Je trouve une idée super belle qui va bien au-delà de la mauvaise recherche qu'il fait. Et par contre, qui a beaucoup à voir avec de la vraie recherche. Genre, la théorie du déjà-vu de Bergson n'est pas tout à fait loin avec l'idée de l'attention à la vie, n'est pas vraiment loin de certaines de ces idées. Mais j'ai voulu prendre cet exemple parce que c'est un exemple que pour moi, c'est une sorte d'œuvre-monde. C'est une œuvre de 48 minutes. Ça a été fait il y a 3-4 ans. Et il y a énormément de choses qui sont dedans, qui m'appartiennent. Donc, c'est une sorte de voyage aussi pour moi. Peut-être je peux m'arrêter là. Non. Non, pas de... L'autre image, voilà. Elle veut pas. Voilà. Donc peut-être pour commenter un peu les types de... Je parlais tout à l'heure des types de collectifs et des manières de travailler, justement. Donc quel est le rapport entre ta recherche individuelle et puis la recherche en interaction avec autrui? Donc là, on a 4 cas de figure. Peut-être tu peux juste les commenter brièvement chacun, parcourir. Oui, bien sûr. Je peux peut-être partir des plus simples qui sont dans la diagonale sans image. En bas à gauche, en fait, c'est un patch. Ce qu'on appelle un patch, en fait, c'est juste une manière de faire du code visuel. Donc, je m'intéresse énormément à la composition assistée par ordinateur. Il y avait dans la filigrane toujours aujourd'hui l'idée de l'opposition entre individualité et collectif. Je trouve qu'il y a la même opposition en musique, il y a la même opposition chez moi. C'est pas une opposition tout à fait, dans la manière où il y a un continuum, je trouve, dans la manière de travailler. Mais une des manières d'aller au-delà de soi, pour moi, c'est la composition assistée par ordinateur. C'est une manière de chercher des surprises ailleurs et d'éviter de se coincer dans des choses qui nous plaisent, qui sont finalement au moins pour moi, ça a été comme ça, des voies sans sortie.
Tu es allé plus loin que ça, puisque tu as développé ton propre programme que maintenant des milliers de gens utilisent, et qui te renvoie évidemment un usage aussi, et une différence. Oui, tout à fait, parce qu'à un moment donné, on se trouve aussi coincé avec les outils qu'on a. Et donc, il y a deux choix. Soit on fait avec, soit on cherche de construire de nouveaux outils. Ça veut dire apprendre à faire des choses, mais c'est bien. La vidéo que vous avez vue, c'est la première vidéo que j'ai faite. Et en fait, c'est une seule, presque. Et ça veut dire que j'adore, par exemple, il y avait un physicien que vous connaissez sans doute, Richard Feynman, qui disait, à un moment donné, il arrêtait de faire de la physique, il se mettait 2 mois à faire de la biologie. Il ne savait absolument rien de la biologie. Il disait, je vais en vacances dans la biologie. Et j'adore cette idée d'aller en vacances dans des autres espaces. Et parfois, certains des espaces deviennent là chez soi. Genre la composition assistée par ordinateur et le code. Je ne suis pas né codeur. J'ai fait un parcours de mathématiques, mais on devient un peu programmateur. Et ça est devenu chez moi. Je ne pourrais pas faire avec, parce que les outils que je me construis pour faire ça dans les codes et dans l'informatique me servent dans la vie de chaque jour, mais vraiment. Mais la vidéo, non. Enfin, je suis allé en vacances, j'aurais envie d'y aller encore, mais, mais c'était une vacance. Moi, c'est simplement, pardon, une chose que j'ai lue justement sur votre site, qui me semblait entrer en écho avec les questions qu'on se pose. Vous disiez que l'histoire de la musique est une histoire de la découverte autant qu'un art de l'invention. Une histoire de la découverte autant qu'un art de l'invention. Et justement, comment est-ce que vous avez le sentiment d'appliquer des procédures différentes quand vous êtes dans la découverte ou quand vous êtes dans l'invention? Est-ce que c'est un binôme que vous faites fonctionner en opposition ou en fait justement pas? Ça, c'est une autre des oppositions qui sont à la base de ma pratique, je pense. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que l'invention, je sais qu'est-ce que c'est que la découverte. Et j'ai le sentiment, mais c'est vraiment un sentiment, que l'invention est une découverte avec des autres vêtements. Et la manière que j'ai dernièrement de travailler, ça se base énormément sur de grandes bases de données. Donc, c'est le big data dont on parle beaucoup, le natif digital, etc. Parce que je me trouve à la maison là. Je veux dire, je trouve de plus en plus d'intérêt dans découvrir des territoires, dans des choses qui sont énormément larges, comme le monde, finalement, que de m'imaginer à la table en inventant, note par note, quelque chose. Je pense que c'est vraiment 2 paradigmes différents. Et l'intérêt de la découverte, pour moi, c'est vraiment une approche un peu explorative, ludique aussi, de la création musicale. Je pense aussi que parfois, on a l'idée que la recherche... Je sais pas, on a l'idée que la recherche scientifique, c'est une découverte. En musique, on invente des choses. Si Einstein n'avait pas fait sa théorie de la relativité, quelqu'un d'autre l'aurait faite. Si Beethoven n'avait pas écrit la 7e, personne ne l'aurait fait. Je pense que c'est pas vrai. D'abord, enfin, il y a peut-être un grain de vérité, mais c'est vraiment un grain. Je pense qu'il y a on le sait tous. Enfin, il y a de la découverte et de l'invention dans les 2 champs. Et il y a des pièces de musique qui sont complètement interchangeables entre eux presque. Donc, si quelqu'un ne l'écrit pas, quelqu'un d'autre l'écrit. Énormément de musique contemporaine, peut-être même la mienne, ça va passer en disant c'est la musique de qui? Oui, ça ressemble à ça, ça a plus ou moins la même chose que ça. Ou bien, franchement, des vraies pièces. La pièce de Cage sur 433, Le Silence. Enfin, j'ai le sentiment que si Cage n'avait pas écrit ça, au bout d'un moment, quelqu'un serait arrivé dans la même idée. Et ce qui veut dire que cette opposition entre découverte et invention est au moins une décomposition un peu faible. Il faut trouver des choses.